Donc finalement, ce matin, il y a 5 présentations. Donc juste pour me présenter, Pierre Broll, je suis professeur à l'université Clermont-Auvergne et donc je vais animer cette session. Donc même consigne hein, que pour les autres présentateurs, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des plages de 20 minutes de présentation, mais vous avez donc 15 minutes maximum, 10 minutes de présentation, et puis les questions derrière. Donc je ferai passer les questions venant sur la conversation ou j'en poserai pour moi-même. Donc, je propose sans plus attendre qu'on démarre par la présentation de Messas Boumedienne sur une approche d'optimisation et influence des paramètres de durcissement sur la résistance à la compression de pâtes géopolymères à base de matériaux locaux, métakaolins et laitiers. Messas, c'est à vous si c'est bon pour vous. Messas? Allô, Messas? J'ai pas ton micro. On n'entend pas ton micro. Il faut que tu mettes ton micro, Messas. Allô, Allô, voilà. Maintenant, on t'entend et on a bon- ta vidéo, donc tu peux commencer. bonjour. On a, merci, j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter mon travail de recherche qui est sur le thème approche d'optimisation sur l'adoucissement des matériaux locaux. Donc, on a suivi un plan de travail composé essentiellement de 4 parties. La première partie, l'introduction. La deuxième, c'est matériaux et méthodes expérimentales. La troisième, résultats et discussions. Et enfin, une conclusion. En termes avec une conclusion. Donc, comme vous le savez, le consommé dans le monde après l'eau constitue d'une matrice cimentaire à base de clinker dont la production du ciment augmente considérablement en Algérie comme dans le monde grâce aux activités de construction. Les prévisions pour 2020 tablent sur une production nationale de plus de 40 millions de tonnes de ciment. Donc, dans la production de tonnes de ciment demande une calcination de plus à 1000 degrés et génère environ d'une tonne de CO2, de gaz à effet de serre. Dans ce sens, plusieurs recherches évoluent vers le développement de nouveaux matériaux cimentaires de meilleure performance, plus économiques et plus écologiques tels que les géopolymères. Les géopolymères nous donnent des propriétés mécaniques comparables à celles des matériaux en ciment Portland conventionnels et donnent des bonnes résistances à haute température et aux attaques chimiques. Donc, ils nous permettent aussi de valoriser des gisements locaux tels que l'argile kaolinite et de récupérer des matériaux tels que le lithium des hauts fourneaux pour confectionner ou bien pour formuler des matériaux géopolymères. Question, est-il possible d'élaborer un matériau géopolymère local? Oui, avec un métakaolin de Tamazert de Gisèle dans le nord-est algérien et de lithium de granulés de hauts fourneaux d'Al-Hadjar à Naba. Cette solution nous permet de valoriser les ressources de gisement local d'argile kaolinite de Tamazert dans le domaine du génie civil hors de l'industrie. Et ils nous permettent aussi de réutiliser des déchets de lithium de hauts fourneaux d'Al-Hadjar à Naba dans des nouveaux matériaux comme les géopolymères. Ils nous permettent aussi de développer des matériaux géopolymères écologiques et économiques comme des nouveaux produits locaux. Donc, l'objectif de notre travail de recherche consiste à étudier l'optimisation de l'impact des paramètres rapport molaire et la densité de la solution et les conditions de durcissement telles que la température du tube, le temps de cure, sur la résistance à la compression des différentes pâtes géopolymères à base de métakaolin et lithium. Donc, même l'objectif de notre recherche consiste à étudier l'utilisation d'approches de conception factorielle d'un plan complète à l'aide de logiciels statistiques GMP Trail 15. On a utilisé un activateur de solution alcaline, la solution de silicate de sodium
local avec un rapport molaire égal à 2,6 et avec une densité égale à 1,53 grammes par centimètre cube à 20 degrés. On a utilisé l'hydroxyforme des pastilles avec une pureté de 99% qu'elle a été ajoutée à la solution de silicate de sodium afin d'atteindre les rapports molaires choisis. Les matériaux aluminosilicates ou bien le précurseur. On a utilisé deux matériaux aluminosilicates. Le métakaolin qui a été élaboré à partir de kaolin de Damazert dans le monde de son obtention est détaillé dans notre publication de janvier 2021. On a utilisé le lithium granulé de Ophono d'Al-Hajjar. Comme on le voit ici dans le tableau des propriétés physico-chimiques des deux matériaux aluminosilicates, on le voit que le métakaolin il contient presque 90%, ce qui est conforme à la norme NFP 18513, la norme de métakaolin. Et on voit aussi que le lithium granulé d'Al-Hajjar contient presque 40% de calcium. L'analyse minéralogique par DRX pour le métakaolin et le lithium nous montre que notre métakaolin est composé essentiellement de deux éléments, le quartz et le mica, alors que le lithium il contient presque 97% de verre. Le liant géopolymère a été optimisé à l'échelle de la pâte en faisant varier plusieurs paramètres de formulation. Par ailleurs, toutes les solutions sont préparées 24 heures avant de le mélanger avec les précurseurs. On a 4 activateurs alcalins ayant 2 rapports molaires, 2 et 1,5 et 2 densités 1,4 et 1,3 grammes par centimètre cube ont été pris une solution de silicate de sodium et de NaOH et de l'eau distillée comme il est montré dans le tableau numéro 2. 12 pâtes géopolymères ont été préparées en ajoutant progressivement les 3 différentes proportions de métakaolin et lithium, 50-50% et 80% métakaolin et 20% lithium. Et le dernier mélange a été confectionné avec 2 métakaolin seulement aux activateurs alcalins jusqu'à l'obtention d'une pâte géopolymère de consistance normalisée comme il est décrit dans la norme NF1 196.3. Après les mélanges des pâtes géopolymères préparées ont été introduites dans des moules en acier de dimension 25 mm3 confectionnés dans un atelier local. Les résistances à la compression des pâtes géopolymères durcies ont été déterminées après 6 heures et 48 heures de régime de thermodurcissement dans des lits tubes à 60 et à 100 degrés, comme on le voit ici dans les images. Un plan factoriel complète de 2 à la puissance 4 paramètres et 2 niveaux de contrôle ont été choisis. Les analyses de conception factorielle complète ont été effectuées avec 16 ici en utilisant le logiciel statistique GMP 15. Le principal avantage du plan factoriel était l'estimation précise des principaux effets de chaque facteur et de leur interaction dans moins d'expérience. Les paramètres et les niveaux utilisés dans le plan factoriel complet sont présentés dans le tableau suivant. On le voit ici qu'on a 4 paramètres, la température du four avec 2 niveaux 60 et 100 degrés, le temps de durcissement avec 2 niveaux aussi 6 et 48 heures, on a 1,5 et 2, et enfin pour la densité de solution alcaline, on a 2 densités 1,4 et 1,3 grammes sur centimètre cube. Le tracé de corrélation linéaire ajusté dans les valeurs expérimentales et périodiques de la résistance des pâtes géopolymères est illustré aux figures 1, 2 et 3. On le voit ici que le coefficient de corrélation R carré pour le mélange 80 et 20% de lithium égale à 97%, avec le coefficient de corrélation pour le mélange 100% métakaolin égale à 94%. Alors, pour le mélange de 50-50%, le RE carré égale à 87%. À partir des figures 4, 5 et 6, on le voit ici que le rapport molaire a un effet négatif sur la résistance à la compression, tandis que le facteur cooling time ou bien temps de durcissement a montré une pente d'augmentation de réponse positive au niveau supérieur pour les 3 mélanges.
Les autres facteurs, ou bien les deux autres facteurs, ont une influence moyenne sur la résistance à la compression. La résistance à la compression prévue à l'aide de modèles génériques est comparée à celle de la valeur expérimentale et les écarts en pourcentage sont présentés dans le tableau ci en face. Il est noté que l'écart des résistances à la compression prédite par rapport à la valeur expérimentale se situe dans la plage plus ou moins 6% pour les 14 résultats sur 16. Donc, notre modèle générique est presque valide. Conclusion. Les résultats obtenus à l'occasion de ce travail nous permettent de conclure que les plans factoriels complets de 2 à la puissance 4 ont été utilisés avec succès pour générer un modèle de prédiction pour les pâtes géopolymères. Le facteur current time ou bien temps de durcissement montre une pente d'augmentation de réponse positive au niveau supérieur pour tous les mélanges. Ainsi, un durcissement prolongé pendant 48 heures peut stimuler la réaction géopolymère et réaction de polymérisation et forme une liaison plus forte entre les composés d'alumine et de silice. Enfin, les réponses attendues du modèle générique ont montré un accord satisfaisant rationnel avec les données expérimentales. Les pourcentages les plus élevés de mélange géopolymère de 80% et 100% méta-kaolin ont donné des fortes corrélations. Comme perspective, on propose de faire l'étude des propriétés des matériaux géopolymères à base des matériaux locaux méta-kaolin et lithium à travers l'optimisation des paramètres de durcissement sur la résistance à la compression des pâtes. Merci de votre attention. Merci Boumedienne. Je me tourne vers la conversation, voir s'il y avait des questions. La présentation a été très dense et rapide. En attendant de voir s'il y a des questions, moi j'en avais une première, c'était en fait vous comparez vos valeurs prédites avec valeurs expérimentales, mais j'ai pas bien vu, alors c'était Oui, passé rapidement, sur quel modèle finalement vous faites vos prédictions, sur quelle base vous faites vos prédictions. On a voilà. Voilà, on a comparé les résultats des essais expérimentaux avec les résultats des essais prédits en utilisant l'équation de modélisation. Et elle L'équation de consiste en quoi modélisation de logiciel GMP3. Et donc cette équation, elle est basée, c'est une équation de la littérature ou c'est quelque chose que vous avez développé? Non, équation numérique sortant de logiciel statistique GMP3, c'est ça. Avec des variantes, bien sûr, correspondant aux paramètres que Cream Time et tout. Donc, c'est une équation numérique de logiciel GMP3, sortant de logiciel GMP3 qu'on a utilisé. Et cette équation, elle intègre quoi en fait? Les quantités des différents constituants, différents composants? Voilà les quantités des différents paramètres. D'accord. Et donc c'est une équation qui est, enfin, je veux dire, c'est un modèle qui est existant en littérature, qui a été éprouvé de ce point de vue-là. C'est une équation sortant de logiciel. Après, via l'introduction des facteurs qu'on a, voilà, des 4 facteurs, des niveaux bas avec des niveaux hauts. Enfin, en sortant avec une équation de modélisation à partir de ce logiciel. D'accord. J'avais une autre question concernant finalement les rapports entre on va dire le méta-kaolin et le laitier. Donc à la fin, je crois que vous concluez que finalement des rapports avec du méta-kaolin avec des fortes proportions est plutôt intéressant. Mais est-ce que économiquement et puis je dirais en termes de ressources, est-ce que c'est ce vers quoi il faut tendre ou est-ce que il faudrait plutôt mettre plus de laitier dans les compositions? Donc, les meilleurs résultats ont été sortis avec un mélange de 80 méta-kaolin et 20% de lithium. Donc, le gisement de méta-kaolin
Donc, on a élaboré d'abord, comme on a dit dans la première partie de notre étude, on a élaboré d'abord un métakauna à partir de kauna du gisement de Tamazel. Ce gisement en est algérien à Gigel, donc il contient presque 5 millions de mètres cubes de gisement. Donc, on a un vraiment importante ici en Algérie. Donc, pour le lithium granulé de Haut-Fourneau, on a la fonderie d'El Hadjar qui contient des quantités assez le lithium, comme vous le savez, c'est un sous-produit ou bien un déchet de cette fonderie. Donc, pour la matière première, bien le précurseur, bien, donc on a des ressources très importantes ici en Algérie, que jusqu'à maintenant, ils ont utilisé seulement le kauna de Tamazel, utilisé seulement pour l'industrie de céramique. D'accord. On n'a pas utilisé l'argile de kauna comme un matériau, comme métakauna. Ici en Algérie, on n'a pas un métakauna commercialisé comme par exemple en France ou bien. D'accord. Donc, l'idée de notre étude est d'élaborer un métakauna et de l'utiliser dans des nouveaux matériaux géopolymères que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas commercialisé ici en Algérie. D'accord. Une dernière question, elle concernait en fait l'aspect durabilité sur ces. Est-ce que vous avez regardé ça ou pas du tout? Est-ce que fait partie des perspectives pour vous? Donc c'est une partie qu'on va faire prochainement avec une élaboration d'un mortier géopolymère. Donc, la première partie était l'élaboration d'un métakauna à partir de kaolin. La deuxième, c'est l'optimisation des paramètres influents sur la pâte géopolymère. Et nous sommes en train de faire la troisième partie. Et dans ce sens, on va faire l'étude de durabilité sur le mortier géopolymère. D'accord. Comme je vois qu'on a encore un petit peu de temps, je voulais que vous reveniez sur, alors je crois que c'est le transparent le 9 ou le 10, là, vous présentez l'effet de vos différents paramètres. Si vous pouviez un petit peu nous expliquer, parce que les transparents, enfin les figures sont un peu petites et vous êtes passé un peu rapidement, nous expliquer un petit peu les effets que vous avez mis en évidence. Ouais, ça doit être celui-là, effectivement. Voilà. Ces trois. Voilà. On a, je pense cette page. Hein. Ouais, sur ces transparents. C'est bien. C'est bien. Donc, on a les quatre, on a les quatre paramètres. La première paramètre, c'est la température du liquide. Entre 60, on a deux paramètres, 60 à 100 degrés, qui est presque à une influence moyenne, comme on a dit. Donc, cooling time, ou bien le temps de durcissement, a une influence positive, presque pour les trois mélanges. Et ensuite, le rapport molaire a une influence négative, comme on le voit ici, une influence négative pour les trois mélanges. Donc, les deux valeurs sont 1,5 et 2 de molarité. Donc, et la densité de la solution a une influence moyenne. Donc, les paramètres influents sur nos mélanges, c'est les deux paramètres qu'on voit ici, le rapport molaire qui a influé négativement et le rapport temps de durcissement qui a influé positivement sur notre pâte. Ok, entendu. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Et puis, ben, on va pouvoir Merci. passer à la seconde présentation, donc qui sera, donc vous pouvez effectivement vous retirer du partage. Donc la seconde présentation, c'est la contribution à l'étude de l'effet et de l'activation sur le comportement mécanique des géopolymères. C'est une présentation faite par Salia Benalia. Bonjour. Est-ce que le son est activé? Alors le son n'est pas très bon et j'ai pas l'image pour le moment. Il faut que Boumedienne d'abord se déconnecte, enfin, enlève son partage d'écran. D'accord. Ça c'est bon. Et donc maintenant, Salila, vous pouvez partager votre. Ok, vous le mettez en présentation. Attends, le son est clair. Est-ce que le son est clair? Le son n'est pas très clair, non, je vous entends très loin. Bonjour. Là, c'est mieux.
Donc, je peux commencer. Oui, il va falloir parler très fort parce qu'on vous entend vraiment de loin, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour l'acceptation de mon article. Je ne vois pas la vidéo pour ma part, enfin le PowerPoint. Vous êtes en présentation là? Je sais pas. Alors moi j'ai un écran blanc là, je ne vois pas le PowerPoint. Présentation. Ah ça y est, je le vois en partie, il est coupé mais Je vais régler dans quelques secondes, s'il vous plaît. vous n'avez pas partagé? Je suis en train de partager l'écran. Ah. Désolé pour le retard. Donc là moi j'ai un écran blanc. Non, Ça c'est y est, bon. là c'est bon, ouais, effectivement, ça apparaît. Ok, parlez bien fort, hein. C'est à vous. Bonjour. Je vous remercie pour l'acceptation de mon travail. Je me présente, Ben Ali Saliha, doctorante à l'université de Msila d'Algérie. Je vais présenter une contribution à l'étude de l'effet de l'activation sur le comportement mécanique du géopolymère. Mon plan de travail contient les points suivants. On commence par une petite introduction, puis on va présenter les différents matériaux utilisés dans cette étude, suivi par les résultats obtenus de l'essai de compression des éprouvettes présentant certains mélanges. Ensuite, on va présenter l'influence de certains paramètres sur la résistance mécanique, tels que la nature de l'activant et la teneur en liquide. Et on terminera par la conclusion. Aujourd'hui, le béton est le matériau le plus consommé partout à travers le monde. Cette consommation va s'évaluer au cours des années à venir, car la population ne cesse de croître. Selon les études, on prévoit d'ici 2050 une multiplication par 2 de la consommation en ciment. La fabrication d'une tonne de ciment génère environ une tonne de CO2. Donc, elle est responsable d'environ 5% des émissions de ce gaz à travers ou bien sur la planète, plus les autres impacts environnementaux, une importante consommation de sources naturelles, matières premières et énergie, et une forte production de déchets. Cette situation, bien sûr, doit être prise au sérieux pour que, ou bien donc, il est essentiel de développer des matériaux qui émettent suffisamment moins ou bien peu de CO2. Le recours aux déchets industriels comme l'ion alternative étant la solution et le ciment géopolymère ont prouvé leur efficacité en tant qu'éco-ciment. Les géopolymères sont les matériaux aluminosilicatés Les géopolymères sont des matériaux aluminosilicatés minéraux constitués de chaînes réticulées de type COLO, activées d'une source aluminosilicatée à partir de solutions alcalines. Ces matériaux sont obtenus par l'activation d'une source aluminosilicatée à partir de solutions alcalines, ont l'avantage de
pouvoir être formulées à partir d'une large gamme de minéraux tels que les cendres de langue, les litiers d'autres fourneaux ou d'autres minéraux naturels comme les argiles qui sont utilisés comme une source aminosilicate dès 1974. Le mécanisme exact de la géopolymérisation demeure inconnu en raison notamment de la rapidité de la réaction, mais des études récentes telles que de CU20 en 2009 divisent la réaction en trois étapes. La première étape, c'est désolidyse, la deuxième, restructuration, et la troisième, c'est polycondensation et gélification. Normalement, ces trois étapes sont concomitantes et en partie réversibles. La présence de l'activateur fortement alcaline est indispensable pour que la réaction de géopolymérisation ait lieu. Les activeurs alcalins ont pour fonction d'accélérer la dissolution de la structure ou bien de la source favorisant les hydrates stables à faible humidité et forme et la formation d'une structure compacte avec ces hydrates. Les propriétés physiques et chimiques des activeurs jouent un rôle important dans le comportement du matériau actif. Les activeurs généralement utilisant des hydroxydes ou des sels alcalins, dont le plus utilisé est le plus avantageux sur le NaOH, Na2CO3. Les solutions silicate du sodium et le verre soluble sont parmi les produits chimiques les plus utilisés dans l'industrie. Par exemple, comme un lien, vraiment comme un lien ou additif de diverses applications, pour augmenter la résistance au feu et aux acides dans les matériaux, comme pour renforcer le ciment et le béton. De plus, sont utilisés pour l'activation alcaline des matériaux minéraux à base de ciment vert. Cette recherche vise à obtenir l'ion de typosolanique à partir de l'activation alcaline de méthacaolin et de lithium à température ambiante de 20 degrés Celsius respectueux de l'environnement que se baser sur le ciment porté. Deux matériaux locaux ont été utilisés. Un méthacaolin obtenu après un traitement thermique d'un kaolin local à 650 degrés pendant 5 heures avec une masse volumique de 2,57 et une surface spécifique de 4550. Un litier de haut fourneau d'une masse volumique de 2,54 et une surface spécifique de 4300. Le tout est activé par deux sources alcalines, ou bien deux sources alcalines. L'hydroxyde de sodium NaOH avec une molarité de 12 mol par litre et un silicate de sodium commercialisé avec une concentration de 44,74. Les propriétés chimiques de ces matériaux sont présentées sur le tableau suivant. Des éprouvettes cubiques de dimension 4 par 4 de pâte pure ont été confectionnées à base de mélange CT au tableau suivant. On a varié le méthacaolin, le pourcentage de méthacaolin, le pourcentage de lithium fourneau et la concentration des activants. Le gâchage
des différentes compositions se fait par composants alcalins dilués dans l'eau jusqu'à l'obtention de molarité désirée, avec un rapport solution-poudre étant égal à 0,40. Bon, les différents éprouvettes sont testées par l'essai de résistance à la compression. L'essai consiste à déterminer la résistance en compression à 28 jours selon la norme française. On a fait 3 essais par mélange. La figure présente les résultats de l'essai. Les barres d'erreur indiquées dans la figure représentent les quartiles dans l'essai. La résistance allant de le minimum des résistants, on a trouvé 1,8 et le maximum à peu près c'est 80 mégapascales. Et pour mieux comprendre l'influence de l'activant, la figure suivante présente l'évolution de la résistance en compression en fonction de la teneur du verre soluble et celle de méthacaolin. D'après les résultats, on note que le mélange contient le verre soluble plus résistant, donc ce dernier est plus efficace par rapport au NaOH, tel que les mélanges E et D. Donc, on a le mélange E et D, B et A. En plus, l'ajout de 20% de NaOH à la solution de verre soluble augmente la résistance car il augmente le pH de la solution et rend plus réactif les espèces silicatives qui jouent un rôle important dans la formation du gel géopolymérique, ce qui est visible dans le cas des mélanges F, mélanges A et C, D et F, et G par rapport à H. On a étudié aussi l'effet de la teneur au lithium. On a trouvé que l'augmentation de la teneur de lithium augmente la résistance, ce qui peut s'expliquer par la composition chimique de lithium au fourneau, qui est proche de celle de ciment, Portland ordinaire. Le principal produit d'activation des hautes fourneaux est un gel d'hydrate d'aluminium silicate de calcium, similaire au gel généré par l'hydratation ordinaire de ciment Portland, avec un rapport calcium-silicium inférieur généralement compris entre 0 et 9. Lorsque l'activeur utilisé est un silicate de sodium hydraté, le silicium dans la solution induit une base de rapport calcium-silicium à 0,8, donnant un rapport final qui présente une résistance élevée et une faible corrosité nécessaire pour assurer la durabilité. En fin d'étude, a permis de tirer les conclusions suivantes. Le verre soluble est plus proche, est plus efficace que le NaOH. L'ajout de NaOH de 20% de la solution commercialisée du verre soluble augmente le pH de la solution, ce qui contribue à l'amélioration de la résistance à la compression des géopolymères. L'augmentation de la teneur en lithium dans les mélanges est favorable et il est plus active en présence de verre soluble, ce qui entraîne une augmentation de résistance mécanique. Et merci pour votre attention. Merci. On va passer à la phase de questions. Le son n'était pas très très bon, donc on vous demandera effectivement pour les questions d'essayer de toujours bien parler très fort et de vous rapprocher votre micro. Moi, ma première question, finalement, c'est sur le choix de vos activateurs. Avant d'avoir fait l'étude expérimentale, qu'est-ce qui a guidé sur le choix notamment de cette solution de verre soluble et de NaOH, finalement, sur quels critères vous vous êtes basé pour orienter vos expérimentations futures? Donc, le choix de verre soluble et de NaOH était après des tests
tests sur d'autres solutions alcalines. Je trouve que le NaOH et le verre soluble, c'est plus efficace que les autres. D'accord. Donc, c'est sur la base expérimentale. Le KOH, j'ai utilisé le KOH et d'autres solutions et je n'ai pas trouvé des bons résultats. D'accord. Par rapport aux résultats que vous avez trouvés, en fait, est-ce qu'il y a, bon, vous avez, je dirais, une explication, est-ce que vous avez une explication chimique ou de réaction qui peut expliquer finalement les résultats trouvés? Comment vous expliquez ça? Dans le côté chimique, j'expliquais ça pour l'utilisation l'utilisation de NaOH avec le verre soluble ou quoi? Oui, en fait, vous montrez que finalement, une combinaison du verre soluble et du NaOH, effectivement, c'est sur un transparent, il me donne un bon finalement résultat. fonctionne mieux que 100% de l'un ou de l'autre des activants. Et quelle est votre explication là-dessus? Bon, l'utilisation de verre soluble avec liquide haute fourneau nous donne un bon résultat car le liquide haute fourneau a une composition chimique proche de ciment Portland. C'est pour ça qu'on a trouvé que le liquide haute fourneau nous donne un bon résultat par rapport à l'utilisation de méthylphénol seul. Mais par rapport au fait de mettre soit 100% de verre soluble, soit que 80% de verre soluble, plus le complément, j'imagine, en NaOH, qu'est-ce qui fait que finalement on a une amélioration? L'utilisation de 100% de verre soluble, c'est-à-dire l'utilisation de verre soluble seul, ne donne des résultats à peu près mieux que l'utilisation de NaOH seul, mais la combinaison entre les deux alcalins nous donne un bon résultat. Mais pour quelle raison? Est-ce que vous avez une idée de ça? Ça, c'est pour le rapport Ca sur Ci, c'est-à-dire le rapport calcium sur silicium. C'est-à-dire l'ajout de verre soluble diminue de Ca sur le Ci jusqu'à 0,8, qui augmente la résistance. L'ajout de NaOH diminue le pH. Ok. D'accord. Écoutez, je vous remercie, puis je vous propose donc de vous enlever votre présentation pour qu'on puisse passer à la présentation suivante. D'accord. Je vais arrêter, d'accord? Vous pouvez effectivement arrêter le partage. Voilà, très bien, merci. Merci beaucoup. Et on va passer donc à la présentation suivante, qui est la présentation de Alice Wasserman sur l'impact des traitements des sols sur les paramètres pressiométriques. C'est ça. Bonjour. Bonjour, le son est meilleur. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait, je vois ton écran. Tu peux y aller, je remettrai ma caméra là, quand il y a besoin. Alors, j'ai 12 minutes, c'est bien ça? Exactement. Super. Alors, bonjour. Donc, ma présentation s'intitule Impact du traitement au ciment d'un sable sur les paramètres pressiométriques. Donc, je m'appelle Alice Wasserman, je suis doctorante en deuxième année au LEMTA à Nancy, sous la supervision de messieurs Olivier Cuisinier et Adèle Abdallah. Donc, pour commencer cette présentation, je vais un peu introduire le contexte et la stratégie de cette étude. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, les matériaux excavés issus des activités de construction et des activités minières représentent plus de 50% des déchets totaux produits par an. En parallèle, on utilise des matériaux de carrière, donc c'est-à-dire des ressources non renouvelables, pour les projets de construction. Donc, comment peut-on rendre les matériaux excavés réutilisables dans la construction au lieu d'avoir recours à ces matériaux de carrière? Donc, une des solutions possibles est le traitement des sols. Donc, cette solution consiste à améliorer des sols de qualité qui sont, on va dire, insuffisantes par rapport aux exigences d'un projet de construction en ajoutant des composants chimiques tels que par exemple la chaux ou le ciment. Donc, cette technique s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire, elle est rentable et en plus, elle a l'avantage d'être très efficace face à un grand nombre de problèmes géotechniques. Donc, cependant, il subsiste plusieurs limites.
Le comportement des sols traités est encore pris en compte de manière assez empirique dans le dimensionnement des ouvrages. Donc, on a besoin d'outils de dimensionnement. Et les ouvrages ont des durées d'usage prévues entre 50 et 100 ans. Ils sont soumis à beaucoup de sollicitations, notamment climatiques, et il faut pouvoir intégrer cette durabilité des ouvrages dans le processus de dimensionnement. Donc finalement, l'objectif est de contribuer à améliorer la démarche de conception des ouvrages géotechniques de manière un peu large. Donc surtout, en plus, les sols traités, ils ont de nombreuses applications. Donc par exemple, on peut les utiliser dans les ouvrages hydrauliques ou encore pour des couches de distribution. Bien que cette technique soit très répandue et assez ancienne, la littérature, elle est répartie de manière assez inégale. En effet, à l'échelle du laboratoire, on a beaucoup de résultats, notamment basés sur des essais de résistance en compression simple, alors qu'à l'échelle, par exemple, de l'ouvrage, on a peu de résultats. Donc ici, on a deux exemples, un essai de chargement à la plaque et un résultat d'essai pressiométrique. Et finalement, il y a peu d'études qui cherchent à faire des liens entre les résultats observés au laboratoire et les résultats observés à grandeur nature. Donc c'est pourquoi une approche multi-échelle a été mise en place. Donc à l'échelle du laboratoire, le but va être de caractériser le comportement mécanique du matériau dans des conditions qui sont maîtrisées et de définir une loi de comportement. Donc on va se servir d'essais usuels, donc par exemple comme des essais triaxiaux. À l'échelle de l'ouvrage, l'objectif est de concevoir un outil de dimensionnement des ouvrages géotechniques, donc en s'appuyant sur des essais, par exemple pressiométriques ou pénétrométriques. Et pour relier ces deux échelles, on a introduit une échelle intermédiaire qui, dans mon étude, est représentée par un massif de sol en cuve. Et à cette échelle, on va utiliser des essais de terrain, mais cette fois-ci en conditions maîtrisées, donc pour faire le lien avec l'échelle de l'ouvrage. Et ça va aussi nous permettre de valider la loi de comportement définie à l'échelle de l'éprouvette. Donc pour cette étude, cette présentation, moi je vais me concentrer sur l'échelle intermédiaire et plus particulièrement sur les essais mini-pressiométriques. Alors, pour commencer à parler des essais mini-pressiométriques, je vais introduire les matériaux utilisés. Donc le sol d'étude est un sable de type B1 au sens de la GTR. Donc les différentes caractéristiques affichées ici montrent notamment que c'est un sol qui est quasiment insensible à l'eau. Pour les mélanges, la densité visée est de 1,7, donc ce qui correspond à une densité relative de 88%, c'est-à-dire un état très compact du matériau, et la teneur en eau visée est de 7%. Donc, en ce qui concerne le traitement, on utilise des ciments. Donc, tout d'abord, un ciment de type CEM2 32,5R, donc qui est assez couramment utilisé dans les travaux de construction, et un ciment de type CEM1 52,5N, qui est de plus haute résistance. Donc, on a fait des essais de prise sur ces deux ciments et on se rend compte qu'à 7 jours, on a atteint 96% de la résistance maximale. Donc, l'utilisation des deux ciments différents, en fait, on le verra plus tard, a pour but d'accéder à différents degrés de cimentation. En ce qui concerne le mélange, on mélange en premier le sable et le ciment au malaxeur, puis on ajoute l'eau et enfin on laisse le mélange pendant entre 5 et 10 minutes pour assurer un mélange homogène. Pour la préparation des massifs de sol, donc ils sont préparés selon un processus strict. Donc on va remplir la cuve en 6 couches de 10 cm chacune de hauteur à un dosage prédéfini. Ensuite, on va vérifier l'uniformité du compactage via un pénétromètre dynamique léger. Donc comme on peut le voir dans la zone d'emplacement des essais pressiométriques, le compactage est homogène. On va ensuite valider l'homogénéité spatiale de la densité et de la teneur en eau. Donc là, la densité visée était de 7% et on voit que sur toute la hauteur de la cuve, on est très très proche de l'objectif. Ensuite, on va réaliser des 6 forages qui sont disposés de manière concentrique. Donc je remontrerai le schéma de positionnement des forages un peu après. Et on va laisser 14 jours de cure avant le début des essais pressiométriques. Donc 14 jours, puisqu'on a vu qu'à 7 jours, on avait atteint 96% de la résistance maximale, on prend 14 jours pour prendre une marge de sécurité. Alors, passons maintenant à l'essai pressiométrique et à l'explication de son principe. Donc, l'essai pressiométrique, c'est un essai qui est très utilisé en France dans les campagnes de reconnaissance géotechnique.
Il est utilisé pour concevoir des fondations profondes et semi-profondes, mais aussi pour évaluer par exemple les tassements d'un sol. Donc c'est un essai de chargement in situ qui consiste en fait au gonflement dans le sol d'une sonde qui est dilatable radialement. Donc il va nous permettre de définir une courbe de déformation volumétrique du sol en fonction de la contrainte appliquée. Donc cet essai il a aussi un avantage dans le cadre de cette étude, c'est que la réalisation est la même que ce soit en cuve ou in situ. Donc les essais pressiométriques nous permettent d'obtenir 3 caractéristiques principales. Le module pressiométrique qui caractérise le comportement pseudo-élastique d'un sol, la pression limite qui définit la résistance d'un sol et la pression de fluage qui est définie comme la limite en fait, entre les phases pseudo-élastiques et plastiques d'un sol. Donc finalement, cet essai, il va nous donner un critère à la fois de rupture et à la fois de déformabilité via le module pressiométrique. Donc le matériel utilisé en laboratoire est composé de deux composantes principales, un contrôleur pression-volume de type GDS, dont les caractéristiques sont précisées dans le tableau. Donc en fait, on peut se rendre compte que grâce aux caractéristiques données, les mesures vont être très fines et même finalement la précision va être plus grande que celle qu'on peut espérer sur le terrain. Et on dispose aussi d'une sonde mini pressiométrique, donc le diamètre est de 20 mm membrane comprise et la longueur de 30 cm. Donc, tous les étalonnages avant les tests, mais aussi au moment du changement des membranes, sont effectués selon la norme correspondante. En plus de ces étalonnages normatifs, on a réalisé une étude sur le vieillissement de la membrane qui nous permet de garantir en fait, des conditions de traitement des résultats assez fines. Enfin, avant de passer à la campagne d'essais à proprement parler, d'autres études préalables ont été réalisées. Donc là, ici, on peut voir le schéma de positionnement des forages dans la cuve, donc selon le schéma donné par Eslami en 2014. Donc ce positionnement assure l'absence d'interaction entre les forages, mais aussi l'absence d'effet de bord de la cuve sur les essais réalisés. Enfin, on a réalisé des études de répétabilité des essais, donc là qui sont illustrées par exemple par 2 essais dans une cuve traitée à 6% de CEM2 et qui prouvent bien que nos essais sont très répétables. Donc passons maintenant aux résultats à proprement parler. Donc, on a commencé par effectuer un essai de référence sur un sable non traité. On obtient un module pressiométrique de 0,6 MPa, une pression limite de 215 kPa et une pression de fluage de 190 kPa. Quand on passe à un traitement de 2% de CEM2, donc là, le module pressiométrique est de 4 MPa, la pression limite de 1100 kPa et la pression de fluage de 815 kPa. Donc là, le module pressiométrique a déjà augmenté par 6 fois par rapport au sable non traité. Enfin, si on passe à un traitement au CEM2 à 6%, là, le module pressiométrique est égal à 72 MPa, donc il est 18 fois plus élevé qu'à 2% de traitement. En revanche, on voit qu'on n'atteint pas l'état de plastification du sol. Donc ça, c'est dû à la limite du matériel utilisé, mais c'est un cas qui est prévu par la norme. Donc, on va considérer que la pression limite est égale ou supérieure au dernier palier atteint, donc par exemple ici 1600 kPa. Donc, si on passe maintenant au traitement au CEM1, donc là, on voit qu'avec 0,5% de CEM1, on a un module pressiométrique égal à 8 MPa, une pression limite de 1220 kPa et une pression de fluage de 930 kPa. Donc, on va aussi avoir fait un traitement à 2% de CEM1, où là, le module pressiométrique est égal à 24 MPa. Donc, on voit qu'on a un résultat très largement supérieur à quand on avait utilisé un traitement de 2% de CEM2, ce qui prouve bien qu'on a atteint différents degrés de cimentation en utilisant les 2 ciments différents qui sont le CEM1 et le CEM2. À 4% avec le CEM1, là, on a un module pressiométrique de 49 MPa. Donc, ce qui est intéressant avec le CEM1 aussi, c'est qu'on voit qu'à des très faibles dosages, on a un effet important sur les paramètres pressiométriques. Donc là, par exemple, avec 0,5% de CEM1. Donc, pour le moment, le plus simple est de comparer les modules pressiométriques, puisque en fait, on a plus de données de modules pressiométriques que de pression limite et de pression fluage. Donc, on constate qu'on a des effets sur le module qui sont très intéressants et qu'on a bien obtenu divers degrés de cimentation qui nous permettent d'avoir une base de données qui commence à être assez conséquente.
Donc, en termes de conclusion, cette étude, finalement, elle a permis de vérifier la pertinence de l'utilisation du pressiomètre à cette échelle, mais aussi sur des sols traités, puisque en fait, on a peu de références bibliographiques qui font état d'essais pressiométriques sur des sols traités et encore moins sur des échelles réduites. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'effet du traitement et du dosage sur les paramètres pressiométriques est appréciable. Donc, on a une augmentation des 3 caractéristiques pressiométriques avec le dosage. L'effet, il est très bien constaté, notamment sur le module pressiométrique, mais ça nous amène aussi à voir qu'on a la nécessité de réaliser des dosages plus faibles afin de raffiner finalement les résultats de pression limite et de pression de fluage. En termes de perspective, donc là, à l'échelle intermédiaire, justement, c'est ce que j'expliquais, on doit faire des dosages supplémentaires, donc plus faibles, et on fait aussi en ce moment des campagnes d'essais pressiométriques cycliques en conditions saturées ou non. À l'échelle du laboratoire, la caractérisation à court terme est maintenant terminée. Donc là, on fait des études de durabilité avec notamment des cycles hydriques successifs suivis d'essais triaxiaux. Et à l'échelle de l'ouvrage, des essais sur le terrain en partenariat avec des universités brésiliennes et suédoises sont envisagés. Donc tout ça, ça nous permettra de définir une loi de comportement afin de passer à la phase de modélisation du comportement des sols traités. Donc merci beaucoup de votre attention et voilà. Merci beaucoup. Donc, on passe à une phase de questions. Je regarde sur la conversation s'il y en a. Moi, j'en ai. En fait, mes questions, elles vont beaucoup tourner sur l'aspect du protocole en fait, expérimental. Ma première question, elle est en ce qui concerne la cuve. Oui. Il y a une gestion finalement du confinement dans cette cuve ou pas sur les conditions limites parce qu'on voit des espèces de boudins là, donc j'ai pas bien compris comment. Alors oui, non ça c'est pas. En fait là la cuve, moi je l'ai réutilisée justement de l'étude de Eslami, donc qui avait fait une thèse aussi avec des essais pressiométriques, mais qui n'avaient pas du tout les mêmes objectifs que mon travail de recherche. Mais en fait, j'ai réutilisé cette cuve, mais les boudins, ils ne sont plus du tout utilisés. Là, c'était pour de la gestion de la température. D'accord. Mon autre question, c'est sur donc les essais pressiométriques, pénétrométriques, pardon, ils ont été faits d'abord sur une cuve à part, c'est ça, ou ils sont faits dans la même cuve que les… Non, alors les essais pénétrants, en fait, ce qui se passe dans l'enchaînement en fait, de la constitution des massifs, c'est qu'on compacte en 6 couches et dès qu'on a fini le compactage, on réalise un essai pénétrométrique, donc un panda, au centre de la cuve directement pour contrôler le compactage. Parce que si déjà le compactage il n'est pas optimal par rapport à ce que nous on vise, on ne va pas réaliser les essais pressiométriques dans la cuve. D'accord, mais du coup, si le compactage est bon, ensuite vous faites vos essais pressiométriques dans la même cuve en fait. Dans la même cuve, c'est ça. Donc on a bien vérifié qu'en faisant ce panda au centre de la cuve, on n'a pas d'impact en fait sur les futurs essais pressiométriques qu'on réalisera autour. Alors, effectivement, je suis un petit peu étonné de ça parce que bon, nous, on fait à peu près le même genre de choses. Après, c'est 60 cm, c'est ça le diamètre de votre cube? Oui, absolument. D'accord. Et du coup, c'était la question que je me posais en termes de… Parce que vous avez présenté la répétabilité. La répétabilité, elle est faite finalement entre 2 forages ou au sein d'un même forage? Non, elle est faite entre 2 forages. Là, c'est une répétabilité spatiale dans la cuve. D'accord. Et du coup, il aurait peut-être été… Alors, je me demandais, là, quand vous présentez finalement les valeurs des modules ou des pressions limites, enfin, vos résultats d'essai, les valeurs, c'est les valeurs moyennes sur les 6 forages ou… Alors là, dans les cuves, comme j'expliquais, c'est vrai qu'on a En fait, on ne fait pas 6 essais pressiométriques dans une cuve, en fait. Enfin, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des essais pressiométriques. On va faire aussi des essais pressiométriques cycliques. Donc, on n'a pas 6 essais totalement comparables dans une même cuve, en fait. Par exemple, on fait 2 essais pressiométriques sous chargement statique. Et ensuite, on va effectuer des pressiomètres cycliques. Donc là, c'est une moyenne sur, par exemple, 2 ou 3 essais qui ont été effectués dans une cuve. D'accord. Et du coup, vous avez un écart entre ces valeurs ou pas plus que ça, en fait? Non, assez peu. Honnêtement, l'écart, il est vraiment pas conséquent au point que là, la valeur moyenne qui est trouvée, elle est très représentative. D'accord.
Et ma dernière question, elle avait attrait à la teneur en eau. Donc, vous avez parlé de Oui. saturé ou non, mais effectivement, j'ai peut-être pas vu dans la présentation, ou pas fait attention. En termes de teneur en eau, vous avez travaillé comment? Est-ce que vous n'avez pas testé différents états hydriques finalement? Puisque bon, alors sur des sables comme ceux-ci, il n'y a pas forcément influence, quoique là sur le Oui. traitement, ça va jouer. Mais sur d'autres matériaux qui seraient peut-être plus sensibles, ça jouera. Donc, comment vous allez gérer ça en fait? Alors là, pour le moment, c'est vrai que moi, mon étude, elle est concentrée sur le sable. Donc, avant toute cette phase d'essai pressiométrique, il y a eu une grande phase de caractérisation du matériau qui est notamment passée par une grande gamme d'essais de résistance en compression simple qui nous a permis de mieux comprendre le comportement du matériau. Et on s'est fixé sur 7% puisque c'est là où on avait en fait les plus grands résultats d'essais en compression simple. Alors après, effectivement, on a fait des tests là en conditions saturées. Je n'ai pas présenté les résultats aujourd'hui, mais on les a fait. On travaille encore dessus. Et on réfléchit justement à faire après des essais de durabilité, c'est-à-dire potentiellement à faire circuler de l'eau dans la cuve. Et voilà. Mais pour le moment, comme je travaille que sur du sable, c'est vrai que la question, pour le moment, je l'ai un peu traitée comme ça. Ouais. Et du coup, sur des matériaux qui seraient plus fins, hein, puisque bon, quand même, les matériaux B1, c'est quand même pas forcément les plus compliqués, on va dire aujourd'hui en traitement, mais bon, l'étude est très intéressante. Il faudrait envisager une préparation finalement du matériau au préalable pour pouvoir avoir le même type de réaction. Ou, enfin, voilà, est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à ça? Quand vous dites préparation, c'est-à-dire à quel En niveau? termes de criblage, de déstructuration, peut-être il y a des problèmes de matière organique sur certains de ces matériaux-là. Alors, je voudrais pas trop. C'est une question qui est très intéressante. D'abord, merci. C'est vrai que je me suis pas trop encore penchée sur la question, donc je voudrais pas trop m'avancer sur cette question. Mais effectivement, je pense que sur des matériaux qui seraient peut-être entre guillemets moins faciles à manier, parce que là, c'est vrai que le sable B1, effectivement, vous avez raison, c'est un matériau qui est assez pratique à mettre en place. Effectivement, je pense qu'il y aurait des étapes préliminaires à rajouter au processus, parce que là, le processus, il est vraiment fait pour finalement mon sable d'étude. Donc, il y aurait effectivement, oui, je pense, des étapes à rajouter de traitement, enfin, de préparation du matériau avant, qui ne sont pas nécessaires là dans le cadre de moi, le matériau que j'utilise. Ok. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Et puis, Merci à vous. on va passer du coup à la présentation suivante, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors là, il faut que j'arrête le partage. Voilà, exactement. J'en profite pour dire que si certains veulent poser des questions, il suffit de lever la main et je vous donne la parole. Hein. Ouais, pas de souci, lever la main ou vous servir de la question dans les conversations. Hein. Alors, comment je désactive le partage? Tu peux l'avoir sur partage d'écran en bas de ton. Alors, parce que du coup, il m'a mis. La barre d'outils en bas de l'écran. Tu dois avoir partagé l'écran, je pense. Voilà. Ah, voilà, ça y est, j'y suis revenue. Eh bien, merci. Donc, on va passer à la présentation suivante. C'est Slimani Kuala, avec une présentation qui a trait à l'influence de la présence d'argile et de l'eau sur l'efficacité de la SEV en colonne de laboratoire. Vous pouvez partager votre écran. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est bien, l'écran est partagé? L'écran est partagé. Vous pouvez le mettre en présentation, comme ça on le verra mieux. Ok, bon, c'est bien. Il n'est pas encore en présentation, il va peut-être passer. Je ne l'ai pas en présentation pour ma part, hein, mais je l'ai en. Je vais essayer. Oui, je le mets en mode présentation. Bon, moi, je ne le vois pas apparaître en présentation, mais bon, c'est assez clair, c'est assez gros. Donc, si ça ne passe pas en présentation, à la limite, vous pouvez rester comme ça. Ok, bon. Ah, ouais, voilà, sinon, restez comme ça. En grossissant encore un petit peu, si vous voulez. Oui. Oui, bon. Donc, bonjour. Avant de me lancer dans le vif de la présentation de mon travail de thèse, je me présente. Je m'appelle Khawla Slimani, doctorante dans un cadre de convention de thèse entre l'ENISE France et la FST Bni Mellal Maroc. Donc,
Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'influence de la présence d'argile et de l'eau sur l'efficacité de la SVE en collant de laboratoire. D'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la dépollution pour extraction sous pression réduite. Bon, c'est une technique in situ employée pour dépolluer la zone non saturée des sols, utilisée essentiellement pour les composés organiques volatiles et certains composés semi-volatiles. Le sol est décontaminé en induisant un flux d'air à travers des zones contaminées. Donc, ce flux perturbe l'équilibre existant entre les contaminants et leur milieu de fixation en les poussant à se vaporiser et à se déplacer vers le flux d'air extrait qui sera traité ultérieurement. Donc, la SVE est un procédé de remédiation très attractif et grâce à sa capacité de réduire la concentration des contaminants situés à de grandes profondeurs, la possibilité de maintenir les activités normales du site et le faible coût par rapport aux autres techniques de dépollution. Donc, l'efficacité de cette technique dépend de différents paramètres qui jouent un rôle principal, tels que la concentration et la nature des polluants, la nature du sol, comme la teneur en matière organique, la porosité, la perméabilité et la teneur en eau, et le débit d'extraction. L'objectif de ce travail de thèse est d'étudier ainsi maîtriser les comportements des trois phases, gaz liquide et vase liquide non aqueuse, en zone non saturée lors de l'application d'une dépression en utilisant des approches expérimentales et d'autres de modélisation. Donc, les expériences de laboratoire seront conduites dans un dispositif en collant ND conçu de suivre les concentrations de polluants dans le gaz extrait, ainsi de le suivre de l'état du sol, comme la saturation en eau, la pression, la température. Donc, la colonne utilisée est une colonne en plexiglas dont l'écoulement d'air est unidirectionnel. Elle est percée à droite et à gauche au milieu. Donc, un sert pour introduire le thermomètre et un autre sert pour introduire le tensiomètre qui est lié par une centrale d'acquisition DL6. Donc, la colonne est couplée à l'aide d'un racker qui fonctionne à l'aide d'une pompe à vide. La sortie de la pompe elle est couplée par un débitmètre volumique muni à une vanne de régulation, un analyseur chromatographie à phase gazeuse est lié afin de mesurer les concentrations de polluants en phase gazeuse à l'aide de l'air extrait. Donc, pour les conditions de manip, deux seuls modèles ont été testés dans ce travail. Le problème, il est composé de 100% du sable HN31 et le deuxième de 95% du sable et 5% du kaolin. Une humidité du 13% en masse est utilisée pour un premier test et un sol sec est adopté pour un autre test pour chaque sol. Donc, voilà. Donc, afin de déterminer l'effet d'une application de la SVE sur un sol partiellement saturé sans existence de polluants, une première série de tests a été réalisée. Donc, les figures présentent la variation du potentiel de l'eau en fonction du temps. Et donc, on peut observer que le potentiel de l'eau diminue jusqu'à atteindre des valeurs stables, soit pour le sol 1, soit pour le sol 2. Donc, cela signifie la désaturation en eau du milieu. Donc, la deuxième figure, il présente la pression au cours d'extraction en fonction du temps. On peut observer que la dépression est instantanément constante pour le sol 1, alors qu'elle nécessite plus de temps dans le cas du sol 2. Cela peut être expliqué ou bien dû aux valeurs de perméabilité des sols. Donc, dès les premières minutes qui suivent le démarrage de l'extraction, le séparateur liquide
extrait des quantités d'eau correspond à 6,51% et 0,46% des 13% de teneur en eau massique initiale respectivement du sol 1 et du sol 2. Donc, dans le cas du sable, l'eau initialement rajoutée est une eau mobile et l'eau ne s'absorbe pas d'une manière importante sur ce matériau, contrairement à l'argile. Donc, les analyses des sols effectuées 30 minutes après la fin de la SVE à différentes hauteurs de la colonne ont donné les résultats suivants. Pour le sol 1 est plus importante en allant de haut vers le bas. Donc, l'observation est inversée pour le sol 2. Cela peut être dû aux effets de gravité et que l'eau descend facilement dans le sable pour lequel la perméabilité est importante. Donc, dans le cas du sol 2, donc l'échantillon reste plus proche à son état suite à l'application de la SVE, soit avec une quantité d'eau plus importante en haut de la colonne, à côté du point d'extraction. Donc, un bilan de moyenne de résultats indique 5,48% et 12,30% de teneur d'eau restante, respectivement dans le sol 1 et le sol 2. La capacité de rétention d'eau du sol 2 est plus importante que le sol 1. Et donc, cela est dû à la présence de l'argile qui induit une succion plus importante. Donc, passons donc à la deuxième série d'expériences qui consiste à appliquer la SVE à un échantillon avec le NDCAN dont le débit d'extraction est de l'ordre de 16 litres par minute. Donc, pendant la préparation des sols, on a déterminé des pertes de NDCAN dues à l'étape de préparation de l'échantillon avant la SVE. Et on a observé donc des pertes de masse de l'ordre de 25,8% pour le sol 1 sec et de 28,6% pour le sol 1 humide. Donc, et de l'ordre de 6,6% pour le sol 2 sec et de 34% pour le sol 2 humide. Ces différences peuvent être dues au fait que la présence de l'argile implique une absorption du NDCAN sur sa surface et donc une rétention plus importante que dans le cas du sable sec. D'un autre côté, la présence d'eau dans le milieu empêche la rétention de NDCAN sur les particules. Ceci est observé d'une manière plus importante dans le cas du sol 2 où la surface d'argile va être chargée d'eau, empêchant ainsi le NDCAN de se fixer. Donc, d'après la courbe de concentration du NDCAN extrait en fonction du temps pour les deux sols secs, on peut observer que les concentrations des polluants dans le gaz extrait diminuent au cours du temps jusqu'à devenir constantes. On obtient une forme d'une courbe équivalente aux trois étapes d'une extraction SVE classique. La première étape, c'est l'étape initiale ou bien s'appelle étape d'évacuation. Donc, avec une légère diminution de la concentration en fonction du temps. La deuxième étape, donc, il s'appelle l'étape d'évaporation où la concentration diminue d'une manière importante. Et finalement, la troisième étape, c'est l'étape de diffusion où la concentration extraite devient faible. Donc, la quantité de décane extraite du sol 2 est plus importante que celle extraite du sol 1. Cette différence est due à la présence initiale dans le sol 2 d'une quantité du NDCAN plus importante qu'en sol 1. Après le calcul de rendement de la SVE, on a trouvé qu'il y a une extraction de 85,6% des polluants injectés dans le sol 1 contre 78,8% des polluants injectés pour le sol 2. Donc, passons aux concentrations, bien la variation de la concentration du décane en fonction du temps pour le sol 2 sec et humide. Donc, les courbes de concentration de l'OCA de sol humide ont la même allure légèrement différente des sols secs, juste que la phase initiale pour le sol humide est absente. On peut dire que ça peut être dû au fait que la présence de l'eau perturbe l'évaporation naturelle du NDCAN. Donc, après calcul des rendements d'extraction, on a trouvé que le sol partiellement saturé
plutôt que le rendement du sol partiellement saturé diminue pour le sol 1 et pour le sol 2, respectivement vers 55,8% et 68,3%. La diminution du rendement d'extraction est plus importante pour le sol 1 par rapport au sol 2. Donc, pour conclure, on peut dire que la SVE influence l'évaporation de l'eau en plus du polluant dans un sol et que la présence d'argile diminue l'évaporation de l'eau. Ainsi, il est important d'évaluer les pertes en polluants par évaporation pendant la préparation de l'échantillon et que le sol fin retient plus de polluants. Cela peut être expliqué par le phénomène d'absorption. Et finalement, on peut dire que l'humidité diminue le rendement d'extraction. Cela est dû à l'hydrodynamique de la colonne en présence d'eau pendant la SVE. J'ai terminé. Merci beaucoup, merci d'avoir bien tenu les délais. Oui. On va passer à la phase de questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent lever la main ou poser des questions. En attendant, moi, je peux commencer. Du coup, alors, il y a une chose que je n'ai pas bien comprise, c'est, je crois que c'est au transparent 5. Finalement, alors, ma première question, elle est sur l'extraction d'eau. L'extraction d'eau, elle se fait par évaporation essentiellement, en fait. Hein, ce n'est pas de l'eau liquide. Allô? Je t'entends pas là, quoi. Je t'entends plus. Donc on a perdu la connexion. On va voir si elle revient. Ah, attends. On a bien ton transparent, par contre, on n'a pas de son. Bonjour, maintenant? Ouais, là c'est bon. Vas-y. Ok, oui, j'ai pas bien entendu votre question. S'il vous plaît, ma question, c'est d'abord, effectivement, quand on parle d'eau extrait, c'est de l'eau qui est en fait évaporée hein, par le système. C'est de l'eau sous forme de gaz, en fait. Vapeur d'eau. Non, pas du tout. C'est l'eau extraite. Donc, puisqu'on met de l'eau dans la colonne, donc d'après le système d'extraction, on récupère de l'eau dans un séparateur liquide-gaz. D'accord, ok. Donc, c'est de l'eau liquide. D'accord, ok, ça j'avais pas bien compris. Et il y a une chose qui m'a un petit peu, que j'ai peut-être mal compris aussi, c'est en fait sur le matériau qui contient des fines, hein, le matériau le plus fin, donc le sol 2, je crois. Oui. Il me semble que tu as dit à un moment, quand il y a de l'eau, finalement, on arrive à extraire plus de polluants puisqu'ils ne se fixent pas sur les particules du sol. Et une de tes conclusions à la fin, c'était de dire plutôt quand le sol est fin et humide, on est moins, comment dire, on est moins efficace pour extraire les polluants. Donc, je sais si tu peux revenir un petit peu sur cette explication. Ok, je pars. C'est ici, lorsque j'ai parlé sur le sol sec ou bien le sol humide. Oui, donc ici, il me semble que tu as dit que le fait que sur le sol 2, notamment le fait qu'on soit humide, on a une plus grande perte de polluants, enfin on extrait plus de polluants hein, vu la perte de masse. Oui, donc pour le sol 2 humide, on a d'abord une perte de masse en premier temps et en deuxième temps, c'est que lorsque je rajoute de l'eau, donc l'eau il s'absorbe par l'argile et du coup, il ne me reste pas de l'espace pour que le décale se fixe. D'accord, donc ça veut dire que effectivement le polluant se fixe pas sur le sol, là ici sur les particules de l'argile en l'occurrence, et du coup j'aurais pensé qu'il était plus le sol est humide. Pardon? Si le sol est humide. Oui, et du coup, il me semblait plus simple du coup, à pouvoir être extrait, à ce que le sol soit dépollué. Alors, j'ai l'impression que dans ton transparent suivant ou dans le transparent neuf, tu dis un petit peu l'inverse. Tu dis que sur les sols fins, finalement, on est moins efficace pour extraire. Donc, c'est ici? Ouais, c'est sur celui-là, sur le sol 2, là où tu me dis, tu dis que finalement, on extrait moins de polluants. Oui, je pense que donc on extrait moins de polluants, c'est tout simplement parce que donc on a perdu donc une quantité de NDK en premier à cause de la préparation. D'accord.
Ok. Et sinon, moi, je voulais revenir sur ta procédure expérimentale et puis en pratique. Donc là, c'est Oui, les transparents au début, hein, je pense le 2, celui-là. 4. Ici, finalement, Oui, tu insuffles l'air du bas vers le haut, enfin, verticalement, c'est ça? oui, 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 D'accord. Et oui. donc, en fait, tu insuffles de l'air par le bas et tu récupères en haut enfin, Oui, je récupère ici oui, dans un séparateur liquide-gaz, je récupère de l'eau ici. Et d'accord. le gaz, il va directement vers la pompe et qui donc, est récupéré par la CPG qui sera analysée par le PC, par D'accord. le logiciel. Et donc ça, par rapport à ce qui va se pratiquer, je dirais, de manière opérationnelle, hein, par rapport au premier schéma que tu nous as présenté pour expliquer la technique, quelles influences ça peut avoir sur tes résultats? Parce que finalement, là, tu vas être conduit par la perméabilité, enfin, tu vas avoir une perméabilité horizontale ou verticale qui n'est pas la même, qui doit, à mon avis, jouer sur tes résultats. Et donc, est-ce que tu as réfléchi à ça? Non, vraiment, jusqu'à maintenant, pas encore. D'accord. Et Mais par contre, donc, oui, pardon? oui, par contre, donc, je vais travailler donc, dans les prochaines expériences, je vais travailler avec un dispositif 3D et je ne vais pas travailler juste avec la colonne NT. D'accord. Et ma dernière Oui. question était plutôt pratique sur la technique elle-même, hein, je dirais in situ. Aujourd'hui, on peut, enfin, en pratique, les forages qui sont mis en place sont de quelle taille? Et puis la profondeur que l'on peut atteindre pour ça, qu'est-ce qui est visé en fait, ou qu'est-ce qui peut se faire en pratique? Bah, bon, donc, puisque je travaille juste en laboratoire, donc je ne travaille pas in situ, du coup, vraiment, je ne sais pas les paramètres de diamètre, etc. Et la profondeur, aujourd'hui, on peut travailler sur n'importe quelle profondeur ou on est limité quand même? Donc, 10 mètres en moyenne. 10 mètres en moyenne. D'accord. Oui. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance sur cette présentation? Non? Bah, écoutez, du coup, je vous remercie. Et puis, on va Merci. passer du coup à la dernière présentation. Donc, vous pouvez Ok, départager. donc j'arrête le partage. Oui. Voilà. Bon, Parfait. c'est bien? Très bien. Ok. Et donc, la dernière présentation, c'est la présentation de schéma Ayad Diouri Oui, sur la valorisation de sous-produits industriels marocains en technique routière. oui, effectivement. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Alors, le partage est bon, parfait. Et par contre, il va falloir parler plus fort parce que je ne vous entends pas très bien. Vous m'entendez maintenant? Ouais, là, c'est mieux. Très bien. Je vous laisse démarrer. Donc, je me présente, Sheima Djouli, en deuxième année doctorat au laboratoire de recherche de l'école Hassania des travaux publics. Je travaille sur la valorisation de sous-produits industriels marocains en technique routière, un projet de partenariat entre l'école Hassania, l'OCP, l'Office chérifien des phosphates du Maroc, et Colas. Le Maroc est le premier pays exportateur et quatrième producteur au niveau mondial des phosphates. Donc, le Maroc produit, à partir des roches sédimentaires phosphatées, de l'acide phosphorique. Mais cette industrie génère une quantité importante d'un sous-produit qui est le phosphogypse, que l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, cherche à valoriser depuis longtemps dans le cadre d'une économie circulaire. À savoir dans des complexes industriels Safi et Jorfelsfall. Donc, les premiers travaux ont commencé au niveau de Safi avec un pilote expérimental d'1 kilomètre et ce travail se situe à Jorfelsfall, illustré sur cette carte. Donc, en plus des phosphogypses qui sont apparentés à des sables fins, à côté, la sonacite produit d'autres sous-produits qui sont les laitiers d'acierie, de granularité plus grosse que les phosphogypses. Donc, peuvent apporter une correction granulaire, d'où l'idée d'associer les deux en les dosant de façon optimale sous un programme expérimental et utiliser le matériau routier conséquent sur une route en structure de chaussée. Ainsi, nous avons comme objectif de caractériser les sous-produits industriels, monter un plan de mélange avec contrainte
Les contraintes sont les exigences du guide, que ce soit GTS 2000, guide de traitement des sols à la chaux et au liant hydraulique, et pour couche de forme, et CFTR 2007, Comité français des techniques routières, pour couche d'assises. Ensuite, nous allons comparer les structures ainsi formulées avec des structures conventionnelles sur les plans mécaniques, économiques et environnementaux. On commence par les niveaux des facteurs. Les facteurs sont les constituants du mélange, à savoir le phosphogypse, les laitiers d'acierie et le ciment, qui va nous rapporter la résistance qui manque et neutraliser l'acidité du phosphogypse. Nous avons ainsi intérêt à maximiser le phosphogypse car nous voulons le valoriser, donc l'utiliser en quantité importante. Nous avons choisi une fourchette entre 45 et 70%. Minimiser le ciment pour réduire le coût. Une fourchette entre 4 et 7%. Nous nous sommes inspirés de références bibliographiques. Et compléter au laitier d'acierie pour apporter la correction granulaire et arriver à 100%. Donc, nous avons obtenu ce simplex par un logiciel de plan d'expérience, particulier plan de mélange avec contrainte. Et voici notre domaine d'étude grâce aux fourchettes au niveau des facteurs. Donc, nous allons choisir ces 9 points expérimentaux, le centre, les extrémités, et en traçant les 2 diagonales, nous allons prendre les moitiés de milieu de diagonale. Ces 9 points expérimentaux vont nous permettre d'avoir un modèle de degré 2 ou 3. Et ces 9 mélanges seront testés sur un programme expérimental pour avoir des réponses ciblées, notamment le Proctor modifié pour avoir la teneur en eau optimale et la densité sèche optimale, pour confectionner des éprouvettes destinées à l'indice portant immédiat, le CBR après 4 jours d'immersion et le gonflement grâce à ces comparateurs pour la stabilité chimique. Ensuite, compression diamétrale pour la résistance à la traction, car la résistance à la traction directe elle est difficile à obtenir, donc on passe par l'indirect, et en même temps le module de Young et la compression simple. On commence par la caractérisation des matériaux. D'abord, la granulométrie. Donc, les phosphogypses, comme je viens de dire, sont apparentés à des sables fins. Ils sont de granulométrie très fine. Le diamètre moyen des 50% est de 0,063 mm. Le diamètre maximal est d'1 mm. Il faut savoir que les phosphogypses ont été séchés à 60 degrés dans des étuves pour ne pas altérer ses propriétés minéralogiques à partir d'une teneur initiale de 30%. Quant au laitier d'acierie, le diamètre moyen des 50% est de 12,5 mm. Donc, ils vont bien apporter le squelette granulaire qui manque au phosphogypse et ainsi le fuseau granulaire des 9 points, les 9 mélanges qu'on a vus tout à l'heure sont corrigés entre les deux. Nous avons pu obtenir les résultats des réponses ciblées grâce à 2 répétitions, la moyenne de 2 répétitions et 3 éprouvettes par gâchis des 9 mélanges. Pour mieux lire ces données, nous allons utiliser des histogrammes, d'abord pour la portance et le gonflement, en classant de façon, dans un ordre croissant le ciment et décroissant le phosphogypse, 2 à 2. Donc, on remarque bien que le ciment améliore la portance, que ce soit immédiate, l'IPI, ou le CBR 4 jours. Également, les laitiers d'acierie. Pour ces 2 derniers mélanges, par exemple, celui-ci est à 29% de laitier, celui-là 48% de laitier. Nous remarquons aussi que la portance se trouve améliorée après 4 jours d'immersion. Donc, le rapport CBR 4 jours sur IPI est toujours supérieur à 1. D'où la pérennité du traitement envisagé, selon le guide GTS 2000. Et le gonflement, sur cet histogramme, il est multiplié par 100 pour rester dans la même échelle. Il ne dépasse pas les 5% du guide. Également pour les résistances, par ordre croissant de ciment et décroissant 2 à 2 de phosphogypse, le ciment améliore les résistances, que ce soit à compression
ou à la traction. Un petit bémol, la résistance à compression à 7 jours ne dépasse pas 0,4, c'est en bleu, donc ne dépasse pas 1 mégapascal requis par les guides. Donc, on ne peut pas assurer la traficabilité sur chantier à 7 jours. Nous allons voir des suggestions par la suite. L'avantage des plans d'expérience, c'est de modéliser les réponses ciblées, non pas de façon discrète, mais continue sur tout le domaine d'études, grâce à des modèles statistiques de degré de signification important. D'ailleurs, voici le R carré ajusté, 98%, ici de l'ordre de 90%. Donc, nous avons pu modéliser mathématiquement les réponses en fonction des dosages quadratiques, influence constituant sur l'autre, et linéaire. Ainsi, grâce à des solveurs, nous avons pu obtenir un mélange optimal pour d'abord couche de forme, que voici, pour améliorer la portance du sol support, selon le GTS 2000, guide de traitement des sols à la chaux et au lien hydraulique 2000, le CBR 4 jours doit être supérieur à 20, le rapport supérieur à 1, RC 28 jours supérieur à 1 et au moins le couple résistance à la traction module à 360 jours par extrapolation dans la zone 5 de la barre de classification que voici. Donc, voici le module d'élasticité et la résistance à la traction. Donc, au moins dans la zone 5 ou plus, à 360 jours. Et puis, maximiser le dosage en phosphogypse et minimiser celui en ciment. Pareil, pour mélange optimal pour couche d'assise, nous avons choisi la couche de fondation. Les critères sont les mêmes. Ici, le rapport CBR 4 jours sur IPI est supérieur à 1,12 pour un trafic moyen et au moins le couple résistance à la traction à 360 jours et module de rigidité à 360 jours dans la zone T1 de la BAC du CFTR 2007. Donc, voici la zone T1 et plus. Voilà, donc nous avons pu obtenir par un dimensionnement sous logiciel AISE LCPC sur un trafic lourd, une structure conventionnelle équivalente à la structure en phosphogypse traité en couche de fondation. À gauche, nous avons pour la couche de roulement 6 cm de béton bitumineux, 10 cm de grave bitumineux en couche de base et 40 cm de grave non traité pour fondation de type 1. Quant à la structure avec phosphogypse traité, 39 centimes en couche de fondation, 5 centimes de béton bitumineux en couche de roulement et 8 centimes de gras bitumineux pour couche de base. Ainsi, on remarque bien que d'une part, les épaisseurs sont réduites et par une étude économique faite selon les prix du marché marocain des matériaux de construction, nous avons une économie de 20%. Cette économie ne tient pas compte d'une éventuelle subvention que peut consentir le producteur pour recycler le phosphogypse, qui peut compenser les frais de traitement et de transport sur un rayon éventuellement géographique plus large. D'autres études sont en cours qui ont attesté de l'acceptabilité environnementale selon les normes en vigueur, à savoir potentiel polluant ou lixiviation. Ainsi, le mélange optimal est possible, phosphogypse plus laitier, que ce soit en couche de forme ou en couche d'assise, avec un gain économique de 20%. Et suggestion, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour améliorer la traficabilité à jeune âge, parce qu'on n'arrive pas à RC au moins 1 mégapascal, nous pouvons agir sur le planning de réalisation, différent de plus de 7 jours, et on peut augmenter le dosage en laitier ou en ciment, et cette fois-ci, le coût sera plus élevé. Une confirmation des extrapolations des résultats à 90 jours et 360 jours sont en cours de vérification. Et des pilotes expérimentaux sont en cours de programmation en collaboration avec la Direction des transports routiers et de la sécurité routière du Maroc. Donc, merci. Je tiens à remercier le CNRST, le Centre national de recherche scientifique et technique du Maroc pour sa bourse de recherche, également l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, pour financer ce projet, Monsieur Lhlou, mon directeur de thèse, Madame Alaoui et Monsieur Omari pour croire en notre projet. Merci. Merci.
On va passer donc à la phase de questions. Hein. Toujours pareil, s'il y a des questions, vous pouvez lever la main ou les poser sur la conversation. Moi, je voulais revenir sur les deux transparents, enfin, notamment sur ce transparent 9 ou 8 ou 9, hein, qui présente les résultats en fonction des dosages. Ouais, donc il y a celui-là. Alors juste après, effectivement, le 9 alors. Donc ici, effectivement, on voit l'évolution des paramètres de portance immédiat il y a 4 jours, et puis de gonflement en fonction des différents traitements. Sur le... Alors, on voit le dosage en ciment, effectivement. Donc là, ce que vous dites, c'est que finalement, plus on dose en ciment, plus on a des portances importantes. Ça, c'est effectivement vrai. Et par contre, sur le gonflement, j'avais l'impression... Alors, le gonflement, parce que la conclusion que vous tirez, c'est que de toute façon, on est tout le temps inférieur au seuil de 5% qui est demandé, c'est ça? Oui, voilà. Pour la stabilité chimique. D'accord. La question que je me posais ici, c'est est-ce que vous avez fait des CBR immergés également? Oui, ce sont des CBR après 4 jours d'immersion. Ah, ça, c'est à 4 jours d'immersion, donc. Oui. Ok. Oui, d'accord, vous avez fait IPI et CBR immergé, pas de CBR classique, en fait. Non, non. D'accord, ok. Et sur le transparent d'après? Alors, on a bien le ciment, 60... donc la résistance, ok. Donc c'est là où vous concluez effectivement que la résistance à 7 jours est trop faible que faut l'améliorer. En bleu, inférieur à 0,4, donc inférieur à 1 mégapascal requis par les guides. D'accord, non, mais je croyais avoir vu quelque chose qui m'avait choqué, mais en revoyant, là, c'est mieux. Alors, mon autre question, elle venait maintenant sur l'aspect finalement in situ. Hein. La formulation que vous avez testée, c'est laquelle au final? Alors, pour des raisons de confidentialité, les mélanges optimaux ne peuvent pas être dévoilés. Mais d'abord, sur Safi, nous avons réalisé un pilote expérimental d'1 kilomètre décomposé en 5 tronçons. Et sur chaque tronçon, nous avons des dosages de chaque constituant. D'accord. Comparés, oui. D'accord. Et alors, ma question subsidiaire, c'était finalement, est-ce que, à partir de ces planches d'essai, on va appeler ça comme ça, vous avez refait des mesures in situ, des caractéristiques mécaniques? Alors, je ne sais pas si vous avez fait des essais à la plaque ou si vous avez pu refaire des essais. C'est en cours. Non, Oui, pas c'est trop. en Donc, cours. du coup, Nous sommes en cours de réalisation de ces essais in situ. d'accord. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas finalement complètement capable de savoir si ce que vous avez pu avoir en laboratoire s'extrapole bien finalement in situ en termes de résistance mécanique. Pas encore. Oui, pas encore. D'accord. Très bien. J'avais une autre question. Est-ce qu'il y a des aspects, je dirais, de pollution liés à l'utilisation de ces phosphogypses notamment et de relargage éventuel dans le sol ou pas? Donc, comme je l'ai dit vers la fin, des essais sont en cours d'acceptabilité environnementale selon le guide CETRA de potentiels polluants. Donc, que ça soit in situ, en recueillant le lixiviant, ou ou au laboratoire, après écrasement des éprouvettes, on recueille le mélange et on réalise l'essai de lixiviation. Nous sommes toujours inférieurs, que ce soit les métaux lourds, les éléments traces, aux limites des normes en vigueur. D'accord, très bien. Écoutez, pour moi, a priori, c'est bon, j'ai fait le tour. Je regarde s'il y a des questions, des mains qui se lèvent. J'en vois pas. Donc, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie. Du coup, je vais rendre la main à Emmanuel ou à Marie. Je ne sais pas lequel des deux reprend la main pour passer finalement à la phase de conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Pierre pour le parfait respect du timing. Et puis on avait prévu 12h15 pour la cérémonie de clôture et puis surtout l'annonce des remises de prix. Donc on est plutôt bien dans les temps. Donc le temps que l'on fasse de nouveau la petite manipulation qui consiste à changer les conférenciers et les spectateurs, on se retrouve au plus tard d'ici 3-4 minutes pour démarrer la cérémonie de clôture. Merci Pierre encore et merci à tous les participants de cette session.